Une fuite minuscule surgit dans un mémo nocturne et fissure soudain le cadre stratégique posé pour le Nigeria. Elle contraste brutalement avec les promesses de protection des civils, rappelant que les interventions arrivent souvent trop tard, repartent trop tard et laissent derrière elles des vies brisées. Un décalage que les rues de Lagos perçoivent avant même que Washington ne le reconnaisse. Alors, que signifie vraiment cette accélération silencieuse pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré l'a souvent souligné, voient la souveraineté comme un seuil non négociable? Une bascule pourrait déjà être en marche. L'histoire révélée ne se limite pas à 3 options militaires. Elle impose une question plus vaste sur la capacité réelle d'un État à rester maître de son propre destin lorsque les décisions s'écrivent loin de ses frontières. Pour le lecteur, l'enjeu clé est clair. Comprendre les risques pour mieux anticiper l'avenir, une promesse séduisante dans un moment où les crises s'accélèrent et où les alliances deviennent mouvantes. Mais cette promesse comporte un coût lourd, car chacune des options proposées transforme la notion de protection en une mécanique incertaine, où se mêlent coûts humains, effets politiques et réactions régionales difficilement prévisibles. Et dans cette équation délicate, même les arguments les plus rationnels se heurtent à une réalité inconfortable. Plus l'intervention paraît nécessaire, plus elle risque de transférer le centre de gravité décisionnel hors du Nigeria. Micro-hook, que se passe-t-il lorsque la recherche de sécurité produit en retour une dépendance qu'aucun pays ne souhaite revendiquer? Les premiers éléments divulgués révèlent un paradoxe dérangeant. Alors que 3 options américaines promettent de réduire les risques, plus de 1000 civils ont été tués en 10 ans dans des frappes dites de précision ailleurs sur le continent. Un second chiffre, tout aussi révélateur, témoigne d'une autre réalité. Plus de 20 attaques ont frappé certains districts du nord du Nigeria en quelques semaines, montrant que l'instabilité locale ne cesse de s'amplifier malgré les dispositifs existants. À partir de ces 2 repères, le décor se précise. La zone septentrionale du pays n'est plus un simple théâtre d'affrontements contre Boko Haram. Elle s'est transformée en une mosaïque mouvante de groupes armés où coexistent bandits, dissidences factionnelles et milices opportunistes. Chaque journée y devient imprévisible, chaque route peut basculer de sûr à létal en quelques minutes, et chaque convoi militaire mesure la fragilité d'un territoire où la ligne de front se déplace plus vite que les rapports officiels. Pour Washington, cette instabilité nourrit un raisonnement stratégique. Sans ancrage au Nigeria, la présence américaine dans le Sahel perd l'un de ses derniers leviers après le départ forcé du Niger en 2023. La question n'est donc pas seulement de protéger un partenaire, mais de reconfigurer une architecture régionale fragilisée. C'est ici que le discours d'Ibrahim Traoré, résonnant depuis Ouagadougou, prend une dimension inattendue. Sa défense de la dignité africaine devient un prisme à travers lequel la région interprète les signaux venus des États-Unis. Chaque évolution nigériane apparaît alors comme un indicateur du rapport de force entre autonomie et influence extérieure. Dans ce cadre élargi, la fuite ne dévoile pas seulement 3 plans, elle expose une tension structurelle. Le Nigeria devient un miroir où se reflètent inquiétude populaire, priorité militaire étrangère et ambiguïté politique nationale. Et c'est cette superposition de dynamiques qui transforme un document discret en un moment charnière pour tout l'espace ouest africain. Au sud du pays, Joseph, ingénieur maritime à Port Harcourt, observe le mouvement des pétroliers comme un langage discret que seuls les habitués savent lire. Chaque ralentissement de convoi, chaque modification de trajectoire lui signale qu'un bouleversement géopolitique se prépare bien avant qu'il ne soit formulé publiquement. Pour lui, les premières répercussions d'une intervention étrangère ne sont jamais militaires. Elles sont économiques, rapides, presque invisibles, et suffisent à perturber des contrats essentiels à la stabilité locale. Plus au nord, Halima vit avec 2 photographies usées dans sa poche. Ses fils sont morts dans une frappe de drone qui n'avait pas atteint sa cible. Et depuis ce jour, le simple bourdonnement d'un appareil au-dessus des champs déclenche en elle une peur irrépressible. Elle ne parle ni en termes de stratégie, ni en termes d'avantages sécuritaires. Elle parle d'erreur, de deuil et de la crainte que les promesses de protection se transforment à nouveau en tragédie. Son expérience intime devient un rappel silencieux des risques humains que les discussions officielles peinent à intégrer. À Abuja,
un officier retraité relie mentalement les années passées dans un programme de coopération militaire au Mali. Derrière le mot « partenariat », dit-il, se cachait souvent une chaîne de décisions venues d'ailleurs, imposant des objectifs fluctuants et une pression constante sur ceux qui restaient sur le terrain. Son témoignage, moins émotionnel que méthodique, éclaire une forme de décalage structurel entre intention stratégique et réalité opérationnelle. Ces trois voies, si différentes, convergent pourtant vers un même constat. Lorsqu'une intervention s'annonce, ses effets se manifestent d'abord là où personne ne regarde vraiment. Tout commence par une fuite discrète, presque anodine. Quelques lignes ajoutées, tard dans une mise à jour, transmise au New York Times. Le document évoque 3 options américaines pour le nord du Nigeria. Rien n'est encore décidé, mais le signal circule vite. Les analystes s'interrogent, les diplomates minimisent, les marchés, eux, réagissent immédiatement. C'est à ce moment-là que tout semble se déclencher dans un silence tendu. À Lagos, la rumeur précède les explications. Des pancartes apparaissent avant même la première conférence de presse. Les slogans s'improvisent, se propagent, s'affûtent dans la chaleur des rues. La méfiance grimpe plus vite que les mots officiels. Dans le même temps, à Washington, une salle sans fenêtre s'isole du reste du bâtiment. Des officiers projettent en des cartes thermiques où le nord du Nigeria brille d'un rouge inquiétant. L'expression « protéger les civils » revient dans chaque échange, mais elle provoque plus d'inconfort que d'adhésion. Une division se dessine immédiatement entre les partisans d'une démonstration rapide et ceux qui redoutent un engrenage incontrôlable. Peu à peu, le climat se tend et les tensions deviennent palpables. Au large du golfe de Guinée, un groupe naval américain commence à se déplacer lentement vers l'ouest. Officiellement, il s'agit d'un exercice régional. Officieusement, chacun y voit un message. Les radios locales relaient des extraits du mémo. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les lignes téléphoniques saturent sous les appels d'inquiétude. La moitié du pays réclame une aide, l'autre refuse tout retour d'une tutelle étrangère. À Abuja, les rumeurs de réunions secrètes se multiplient. Demandes officieuses, consultations rapides, messages venant de capitales voisines. Rien n'est confirmé. Tout semble plausible. Puis vient un silence étrange, presque lourd, celui qui annonce qu'un virage approche. Un point de bascule se dessine, marquant une tournant inattendue. Le titre tombe un dimanche matin, froid, net. Les États-Unis envisagent des options militaires pour le nord du Nigeria. Une phrase suffit pour renverser l'horizon politique. Les 3 versions, lourdes, moyennes, légères, se dessinent comme 3 chemins différents, conduisant pourtant au même point, une opération dirigée depuis l'extérieur. Des vidéos virales montrent un navire au large, les marchés sursautent, les conversations privées changent de ton. Les analystes régionaux évoquent soudain les discours d'Ibrahim Traoré, partagés de nouveau comme un rappel insistant. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une bataille quotidienne. Viennent ensuite les répliques immédiates révélant l'ampleur du choc. Les décisions internes se durcissent à Washington. Le secrétaire à la Défense exige une posture claire. Les chefs d'état-major défendent une approche distante. Le département d'État craint un scénario libyen. Pourtant, les drones commencent déjà leur trajectoire nocturne au-dessus du Borno. À Abuja, on tente de rassurer. À Lagos, on ne croit plus vraiment aux assurances. Les chauffeurs de taxi plaisantent mal en imaginant payer un jour des péages imposés par des appareils étrangers. Les protestations grandissent et se fédèrent autour de mots simples. Pas de bottes étrangères. Notre douleur n'est pas votre mission. Quand la nuit tombe sur la capitale, rien n'a officiellement commencé. Mais tout, déjà, a changé. L'évolution du débat autour d'une intervention au Nigeria ne peut être comprise sans un socle quantitatif clair. Les chiffres ne dictent jamais entièrement une décision, mais ils dévoilent ce que les formulations diplomatiques omettent volontairement. Dans ce contexte, 3 repères suffisent à éclairer les contraintes qui pèsent simultanément sur Abuja, Washington et les populations du Nord. Premier repère, les frappes dites de précision. Depuis 10 ans, plus de 1000 civils ont été tués dans des opérations aériennes ailleurs en Afrique. Ce nombre agit comme une ombre persistante au-dessus de toute discussion sur une coopération militaire. Il rappelle que l'intention de réduire les dommages ne garantit jamais leur disparition, et que la précision supposée devient souvent un argument politique plus qu'un résultat mesuré. Pour le Nigeria, où la densité de groupes armés
rend la distinction des cibles particulièrement complexe, ce précédent nourrit la méfiance d'emblée. Deuxième repère, les signaux économiques anticipés. Les marchés ont réagi dès les premières rumeurs de mouvement naval américain, provoquant une augmentation notable du prix du carburant. Cette variation minime sur les courbes internationales devient pourtant un capteur immédiat pour les ménages nigérians. Dans un pays où la logistique nationale repose sur la route, la moindre fluctuation ralentit les transports, renchérit les denrées essentielles et alimente les tensions sociales avant même qu'une opération militaire ne débute. Ainsi, l'économie devient un baromètre précoce du risque, révélant la porosité entre perception d'ingérence et stabilité quotidienne. Troisième repère, la cadence des attaques terrestres. Dans le nord, certains districts ont subi plus de 20 attaques en quelques semaines, un rythme suffisant pour désorganiser l'aide humanitaire et épuiser les forces locales. Cette intensité souligne que le problème ne vient pas d'un acteur unique, mais d'une prolifération incontrôlable de groupes qui déplacent sans cesse les lignes de front. Plus le terrain se fragmente, plus la promesse d'une intervention chirurgicale devient contradictoire avec la réalité opérationnelle. La question n'est donc pas seulement la faisabilité d'une action, mais son prolongement probable. En croisant ces trois repères, une dynamique se dessine. Le passé des frappes imprécises montre que la technologie seule ne réduit pas les risques. Les marchés avertissent que chaque geste militaire potentiel crée des effets secondaires immédiats. Le terrain, enfin, révèle une instabilité structurelle qui complique toute opération rapide, limitée ou strictement définie. Ensemble, ces éléments composent un delta inévitable entre mission annoncée et mission réelle. Et c'est précisément ce delta qui alimente l'inquiétude régionale. Une intervention pensée pour stabiliser pourrait, par accumulation d'effets indirects, ouvrir la voie à une dépendance sécuritaire durable. Un scénario que redoutent autant les populations locales que plusieurs capitales du Sahel. L'argument en faveur d'une intervention américaine s'appuie d'abord sur un constat partagé par de nombreux observateurs du nord du Nigeria. L'État peine à contenir la prolifération des groupes armés. Les convois humanitaires y sont régulièrement pris pour cible, les villages subissent des cycles répétés d'incendies et de reconstruction, et certaines zones échappent désormais à toute continuité administrative. Dans cette perspective, un soutien extérieur mieux coordonné pourrait enrayer une dynamique qui s'aggrave semaine après semaine. Les partisans de cette option insistent également sur un risque régional. Si aucune mesure n'est prise, les réseaux militants pourraient s'étendre vers le Sahel et le golfe de Guinée, transformant une crise nationale en menace géopolitique plus large. Face à cette thèse, les opposants mobilisent une critique tout aussi structurée. Ils rappellent que les opérations de précision menées dans d'autres pays, notamment celles qui ont causé plus de 1000 morts civiles en Afrique au cours de la dernière décennie, démontrent que la technologie ne garantit ni exactitude ni discernement. Pour eux, une intervention américaine risque d'introduire au Nigeria les mêmes dérives déjà observées ailleurs. Bavures, méfiance croissante des populations et perte progressive d'autonomie décisionnelle. Ils soulignent également que la présence américaine au Niger s'est soldée par une rupture politique, preuve qu'un partenariat annoncé au nom de la sécurité peut rapidement se retourner contre ses promoteurs. Enfin, les manifestations à Lagos et Abuja indiquent que l'adhésion populaire reste loin d'être acquise. La réponse à cette confrontation d'arguments réside moins dans une synthèse que dans l'examen attentif des données révélées. Le contexte nigérien se caractérise par une accumulation de facteurs. Attaques répétées, tensions économiques anticipées, fragmentation territoriale, qui compliquent toute intervention tout en renforçant la pression pour agir. Les chiffres montrent que les risques d'erreur sont élevés. Les réactions sociales montrent que la légitimité est fragile, et la dynamique régionale montre que chaque décision s'inscrit dans un cadre plus vaste que le seul Nigeria. Autrement dit, les deux positions reposent sur des constats réels, mais aucune ne propose une issue sans coût majeur. Un glissement devient visible. Ce n'est plus seulement la question d'une intervention bilatérale entre Abuja et Washington, la dynamique s'étend désormais à l'ensemble du Sahel, où chaque capitale scrute le Nigeria comme un baromètre de l'équilibre régional. Les signaux diplomatiques se multiplient, souvent discrets, mais révélateurs.
Note verbale, consultation express, repositionnement militaire annoncé comme de simples exercices. À Bamako comme à Niamey, la situation est interprétée non pas comme un épisode isolé, mais comme le possible précédent d'un nouveau modèle d'ingérence dans la région. Dans ce climat chargé, la voix d'Ibrahim Traoré acquiert une résonance particulière. Son insistance sur la dignité africaine, jadis considérée comme une posture radicale, devient un cadre d'analyse pour comprendre la portée des décisions qui se préparent. Son discours alimente une idée précise. Une intervention au Nigeria ne serait pas un acte technique, mais un message adressé à tout le continent. Cette relecture transforme le débat. Ce qui semblait un dossier sécuritaire se mue en test symbolique. Jusqu'où une puissance extérieure peut-elle s'imposer sans redessiner, malgré elle, les lignes d'autonomie des États voisins? La zone grise s'élargit et le midpoint apparaît clairement. Rien ne pourra plus être interprété localement. Les répercussions d'une intervention envisagée ne se limitent jamais aux discussions officielles. Elles s'étendent en cercles successifs, touchant simultanément les citoyens, les entreprises, les institutions et l'équilibre régional. Au Nigeria, ces effets ont commencé avant même qu'une première décision formelle ne soit annoncée. L'État nigérian se retrouve face à un dilemme immédiatement visible. D'un côté, Abuja doit affirmer sa souveraineté, réitérant publiquement que le pays ne deviendra pas une plateforme d'opérations étrangères. De l'autre, l'insécurité croissante fragilise sa légitimité intérieure, et refuser toute collaboration pourrait accentuer les tensions dans le nord. Cette contradiction crée une pression politique continue, où chaque déclaration publique est disséquée et interprétée comme un signe d'alignement ou de déstabilisation. Plus les rumeurs se propagent, plus la marge de manœuvre institutionnelle se réduit. L'économie réagit bien avant les statistiques. Le simple mouvement d'un groupe naval étranger a suffi à perturber les flux logistiques reliant Lagos au nord-est. Les entreprises pétrolières redoutent un scénario comparable à celui observé lors de l'intervention en Libye. Contrats gelés, exportations instables, reroutage coûteux de cargaisons. Dans les marchés informels, la hausse du carburant amplifie la vulnérabilité des ménages. Chaque variation de prix déclenche un effet domino. Transport plus cher, denrées plus coûteuses, marge réduite pour les commerçants. L'incertitude devient un acteur économique à part entière, capable de remodeler la confiance collective sans qu'aucune frappe n'ait eu lieu. Pour les populations, les conséquences se mesurent dans la vie quotidienne. À Abuja comme à Lagos, les manifestations témoignent d'une inquiétude profonde. La protection ne peut pas être imposée si elle n'est pas d'abord perçue comme légitime. Dans le nord, les familles déjà marquées par les embuscades et les frappes imprécises craignent un retour des mêmes erreurs, celles qui ont coûté des vies dans d'autres pays du continent. Les souvenirs de villages détruits ou de drones incapables de distinguer civils et combattants alimentent une méfiance durable. La question devient alors intime. Qu'est-ce que la sécurité lorsqu'elle commence par accroître la peur? Sur le plan régional, la situation nigériane agit comme un révélateur. Les capitales du Sahel suivent de près les évolutions, conscientes que chaque geste américain pourrait redéfinir les équilibres de sécurité. À Ouagadougou, les propos d'Ibrahim Traoré sur la dignité africaine offrent une grille d'interprétation pour analyser les signaux extérieurs. À Bamako et Niamey, on redoute un glissement progressif vers un modèle d'intervention répétitive, un cycle qui pourrait affaiblir davantage la souveraineté des États. Le Nigeria cesse ainsi d'être un cas particulier pour devenir un test continental. Prises ensemble, ces 4 dimensions montrent que l'intervention, même encore hypothétique, est déjà devenue un fait politique total. Ces effets se propagent avant même que la première décision ne soit signée. L'évolution des prochains mois dépendra moins d'un unique choix militaire que de la manière dont chaque acteur, Abuja, Washington, forces locales et population, interprètent les signaux déjà visibles. 3 trajectoires cohérentes peuvent être envisagées à partir des dynamiques actuelles, chacune ouvrant des conséquences distinctes pour le Nigeria et son environnement régional. Un attentisme sous tension. Si Abuja accepte une coopération technique limitée tout en refusant une présence au sol trop visible, alors un statu quo nerveux pourrait s'installer. Les dispositifs de surveillance américains se renforceraient discrètement, tandis que le gouvernement nigérian
tenterait de maintenir une apparence de contrôle. Dans ce scénario, rien n'explose, mais rien ne se résout. Les attaques sporadiques continueraient dans le nord, les prix resteraient instables et les marchés anticiperaient un risque permanent. L'atmosphère politique se durcirait. Chaque incident deviendrait un prétexte pour raviver le débat sur la souveraineté, et la moindre escalade pourrait faire basculer la situation hors de ce fragile équilibre. 2. Une stabilisation partielle, mais réelle. Si le Nigeria parvient à consolider ses capacités internes grâce à un soutien logistique mieux coordonné et moins intrusif, alors certains districts pourraient voir diminuer la fréquence des attaques. Les forces locales regagneraient du terrain dans des zones jusqu'ici fragmentées. Les manifestations s'atténueraient non par adhésion totale, mais parce qu'un regain d'autorité de l'État commencerait à être perceptible. Cette stabilisation resterait fragile. Une bavure, une frappe mal ciblée ou un incident diplomatique suffirait à inverser la tendance. Cependant, pendant quelques mois, le pays respirerait davantage et les signaux économiques s'orienteraient vers la normalisation. 3. Spirale d'ingérence et rupture interne. Si une intervention plus directe se matérialise, qu'elle soit officiellement annoncée ou non, alors les premières bavures pourraient déclencher une rupture profonde entre Abuja et une partie de sa population. La confiance se fissurerait rapidement. Les manifestations prendraient une ampleur nouvelle. Les groupes armés exploiteraient le chaos pour étendre leur influence. Et les voisins du Sahel reconsidéreraient leurs propres alliances. Les États-Unis découvriraient un terrain bien plus volatile qu'escompté, rendant impossible toute opération rapide et limitée. Le Nigeria n'entrerait pas forcément dans une guerre ouverte, mais dans une instabilité prolongée dont il ne contrôlerait plus totalement le tempo. Ces trajectoires ne visent pas à prédire l'avenir, mais à éclairer les chaînes causales possibles. Dans chacune d'elles, la question centrale demeure: que déclenche réellement chaque décision, bien au-delà de son intention affichée? Les enjeux soulevés par la possible intervention au Nigeria ne concernent pas seulement les analystes ou les gouvernements. Ils résonnent différemment selon les communautés, les trajets de vie et les expériences individuelles. 3 groupes, en particulier, perçoivent ces événements à travers des prismes profondément distincts. Pour celles et ceux vivant loin du continent, suivre cette évolution revient souvent à raviver des mémoires familiales, départs forcés, promesses internationales non tenues, transition politique brutale. Les images de drones, de navires militaires ou de manifestations ne sont pas de simples actualités, elles réveillent un rapport intime à la question de la souveraineté. Beaucoup y voient une inquiétude familière, celle que les décisions déterminant le sort d'un pays soient prises ailleurs sous d'autres priorités. Pour un public extérieur à l'Afrique de l'Ouest, la situation interroge un réflexe largement répandu: considérer l'intervention étrangère comme une réponse automatique face à la violence. Le cas nigérian démontre l'inverse. Les coûts humains, économiques et politiques des opérations extérieures perdurent longtemps après la fin des communiqués officiels. Comprendre cela, pour ces observateurs, revient à repenser le lien entre stabilité et autodétermination, 2 notions souvent confondues mais jamais interchangeables. Pour les plus jeunes, au Nigeria ou ailleurs, ce moment offre une leçon sur la redistribution du pouvoir dans un monde instable. Ils voient que les décisions stratégiques les plus lourdes naissent souvent dans des espaces fermés, mais que leurs conséquences traversent continents et océans. Leur défi consiste alors à affirmer une voix collective dans un débat dominé par les forces militaires et diplomatiques. Au croisement de ces regards, une même interrogation apparaît. Comment préserver la dignité et la responsabilité locale dans un paysage international où tout semble mouvant? Résoudre une crise aussi complexe exige plus qu'un choix militaire ou une déclaration diplomatique. Il faut une méthode capable d'éviter les erreurs du passé et de redonner un rôle central aux populations concernées. 4 étapes peuvent servir de boussole, à condition d'être appliquées avec constance. 1. Acteur, Abuja plus partenaire technique. Action, établir une frontière nette entre soutien opérationnel et prise de contrôle. Quand? Avant toute activation d'un dispositif étranger. Mesure, existence d'un mécanisme de validation conjointe pour chaque opération. Cette distinction fondamentale répond directement aux inquiétudes soulevées par des voix comme celle d'Ibrahim Traoré,
qui insiste sur la cohérence entre souveraineté et dignité. 2. Acteurs, force nigériane, place unités spécialisées. Action, formeur, équiper et stabiliser des équipes capables de tenir le terrain après chaque intervention ciblée, quand en amont des opérations aériennes ou logistiques. Mesure, continuité territoriale dans les districts récemment sécurisés. Ce modèle limite la dépendance et consolide la légitimité de l'État. 3. Acteurs, autorité nationale plus observateurs indépendants. Action, instaurer un système d'audit civil documentant les dommages et accélérant les compensations. Quand, dès la première opération lancée, mesure, temps moyen de réponse et taux de validation des incidents. Sans cette garantie, toute intervention risque de raviver la méfiance. 4. Acteurs, Abuja, plus partenaires internationaux. Action. Rédiger une feuille de route, listant objectifs atteignables, critères de désengagement et horizon temporel, quand, avant la mise en œuvre de la mission. Mesure. Conformité progressive aux critères fixés. Appliquées ensemble, ces étapes ne créent pas automatiquement la stabilité, mais elles recentrent la décision entre les mains de ceux qui vivent réellement ses conséquences. Lorsque la nuit tombe sur Abuja, les souvenirs de Joseph, ces variations presque imperceptibles dans le mouvement des pétroliers, reviennent comme un fil discret reliant l'économie quotidienne aux décisions prises au loin. Dans un autre registre, l'écho silencieux porté par les photographies d'Halima rappelle que derrière chaque débat stratégique se tiennent des vies dont la fragilité n'apparaît jamais dans les communiqués officiels. Et les réflexions méthodiques de l'officier retraité soulignent que le terrain impose toujours sa propre logique, bien différente de celle des salles de réunion. C'est dans cette juxtaposition de regards que les mots d'Ibrahim Traoré trouvent leur portée la plus profonde. Ils réintroduisent l'idée que la souveraineté ne se mesure pas uniquement par l'armement ou la diplomatie, mais par la reconnaissance de celles et ceux qui vivent les conséquences des choix politiques. À mesure que les tensions redessinent l'horizon du Nigeria, une vérité s'impose. Les décisions extérieures ne peuvent définir durablement l'avenir d'un peuple sans son adhésion. Cette histoire n'offre pas de réponse simple. Elle ouvre un espace où chaque voix compte, qu'elle vienne d'une rue de Lagos, d'un port lointain ou d'un village frappé par l'incertitude. Ce qui demeure, au-delà des scénarios et des risques, est la nécessité de replacer l'humain au centre de toute stratégie. À ce stade, l'histoire du Nigeria ne se réduit plus à une confrontation stratégique. Elle devient une invitation à réfléchir à ce que signifie véritablement protéger un pays dans un monde où les décisions se croisent plus vite que les frontières ne se redessinent. Les lignes de force qui traversent Abuja, Lagos ou le nord instable rappellent que la sécurité ne peut s'imposer durablement sans une compréhension profonde de ceux qui doivent la vivre. Cette discussion dépasse largement le cadre d'un mémo ou d'une fuite diplomatique. Elle interroge la relation entre souveraineté, responsabilité et capacité collective à façonner un avenir commun. Chacun, selon son parcours et sa sensibilité, peut y trouver une résonance particulière. Si vous souhaitez poursuivre ce dialogue, analyser d'autres scénarios ou explorer des perspectives venues de différentes régions du continent, votre contribution enrichira une conversation qui n'appartient à personne et concerne pourtant tout le monde.